Carlos Santana a été acclamé durant des décennies en tant que virtuose de la guitare, un individu dont le style a marqué des générations complètes et unifié des traditions à travers la planète. Cependant, au-delà des lumières des scènes, des spectacles complets et des prix Grammy, se cache une autre narration, composée de luttes internes, de déceptions intenses et d'instants de détresse qui l'ont conduit au bord du précipice. De nos jours, tandis qu'il se rapproche de ses 80 printemps, son récit ne concerne pas uniquement la mélodie et la victoire, mais également des blessures psychologiques, des remords empilés et du fardeau d'une existence menée entre éclats resplendissants et peines discrètes. Découvrez l'aspect ignoré de Carlos Santana, une immersion dans les ténèbres qui ont modelé l'individu au-delà du mythe. Débutons par les origines, avec son jeune âge au Mexique et à Tijuana. Carlos Santana vit le jour le 20 juillet 1947 dans la modeste localité d'Eotlán de Navarro, dans l'état de Jalisco au Mexique. Son père, José Santana, exerçait comme violoniste de mariachi estimé, un artiste nomade qui sillonnait les hameaux pour se produire lors de festivités, d'unions et de cérémonies régionales. La mélodie n'était pas un caprice chez les Santana, elle était intégrée à leur routine, une coutume passée de lignée en lignée. Dès sa tendre enfance, Carlos fut plongé dans ce domaine auditif. À peine 5 ans, il maîtrisa le violon sous la guidance rigoureuse mais affectueuse de son père. Les tonalités stridentes et palpitantes du violon devinrent ses initiales alliées, mais c'est à 8 ans qu'il transita vers la guitare, un outil qui allait se muer en prolongement de son esprit. La famille Santana endurait une misère persistante, une condition rude qui imprégnait tous les facets de leur vie. Avec de nombreux frères et sœurs, Carlos devait participer à la subsistance du ménage. Il écoulait des gommes à mâcher dans les voies poussiéreuses, lustrait les souliers des passants aisés et exécutait des airs populaires mexicains pour quelques centimes. Ces exhibitions spontanées n'étaient pas des amusements juvéniles, elles étaient vitales pour poser du pain sur la table. Carlos évoque ces périodes comme une leçon d'existence, où la mélodie n'était pas seulement une discipline, mais un moyen de résistance contre les épreuves. En 1955, alors que Carlos n'avait que 8 ans, le clan opta pour une résolution qui allait altérer le trajet de sa vie. Ils migrèrent à Tijuana, une cité limitrophe turbulente, foisonnante d'activités, animée par les vacanciers américains, les cabarets bruyants et des séductions innombrables. Pour le jeune Carlos, Tijuana symbolisait un univers de contrastes amplifiés. D'une part, c'était un havre pour un mélomane naissant. La contiguïté avec la frontière américaine exposait la ville à des impacts sonores divers. Le rock'n'roll émerge, le blues intense et les cadences enflammées qui filtraient par les ondes. C'est ici qu'il trouva les tonalités qui allaient métamorphoser sa perception de la musique. Sa mère le conduisit assister au TJS, une formation locale de rock'n'roll menée par Javier Batiz. Leur bruit électrique, cru et plein de vigueur fut une épiphanie totale pour Carlos. Il intégra promptement l'ensemble, d'abord en tant qu'assistant, portant les équipements et apprenant par observation, puis comme bassiste, et finalement comme guitariste. Les TJS lui révélèrent les portes des grands experts du blues. T-Bone Walker avec ses motifs acérés, Muddy Water et ses lamentations du Delta, B.B. King et son tremblement touchant, Chuck Berry avec sa vitalité rockabilly, et Howlin' Wolf dont la voix éraillée paraissait surgir des profondeurs. Ces apports s'incrustèrent dans son code génétique musical, fusionnant les origines latines de son enfance avec la flamme du blues américain. Mais Tijuana possédait également son aspect sombre, un envers du décor qui imprima fortement l'adolescent qu'était Carlos. À tout juste 12 ans, il entama un emploi dans des établissements de striptease, percevant $9 hebdomadaires en grattant la guitare tandis que les artistes se présentaient sur les planches. Ce cadre était dérangeant pour un garçonnet, confronté à la volupté adulte, à l'alcool coulant abondamment et aux veillées interminables. Santana confia ultérieurement que bien que ses vécus aient été perturbants, ils lui autorisèrent d'expérimenter sans contrainte avec le blues et les cadences latines, amalgamant des apports hétérogènes pour forger un style distinct qui deviendrait sa marque. Néanmoins, ce milieu nocturne comporta un coût exorbitant. Chaque nuit, Carlos assistait à de la brutalité gratuite, de la malhonnêteté galopante et de la misère humaine, des tableaux qui imprimèrent des marques affectives ineffaçables. En rétrospective, il affirma un jour que dans pareils endroits, l'élément le plus attirant était l'innocence égarée, une pensée qui révèle beaucoup sur la manière dont cette confrontation hâtive aux ténèbres modela sa perspective du monde, infusant sa musique d'une tristesse latente. L'existence familiale ne procurait pas d'abri sécurisé. Les disputes avec ses parents étaient régulières, aggravées par les relocalisations incessantes et les contraintes pécuniaires. En 1960, le clan choisit de quitter Tijuana pour s'établir à San Francisco,
en Californie, en quête d'un avenir amélioré. Carlos, alors jeune rebelle, refusait de s'en aller. Il abhorrait la notion de repartir de rien dans une nation étrangère, d'assimiler l'anglais avec peine et de s'ajuster à ce qu'il nommait des institutions américaines monotones et strictes. Cette relocation le fit se sentir dupé, solitaire et furieux intensément. Son amertume s'amplifia davantage quand il apprit que sa mère avait dépensé les fonds qu'il avait méticuleusement épargnés, destinés à ses documents d'immigration et à une guitare neuve, pour financer les soins dentaires de sa sœur et le loyer du foyer. Dévasté, avec seulement $20 en possession, Carlos s'évada à Tijuana, retournant dans les mêmes lieux qu'il croyait avoir abandonnés définitivement. Durant presque une année, il mena sa vie selon ses propres lois, se détachant de son clan, évoluant dans un environnement instable où la mélodie représentait son unique point d'appui. Ultimement, ses parents le localisèrent et l'obligèrent à regagner les États-Unis. Cette rentrée contrainte signala le commencement d'une étape fraîche, mais les lésions internes perduraient, nourrissant une résolution acharnée à triompher en dépit de tout. Passons à San Francisco, Woodstock et les initiales déconvenues majeures. Lorsque la famille Santana s'établit enfin dans le quartier Mission de San Francisco au début des années 1960, le jeune gratteur était encore distant de la figure mythique qu'il incarnerait. L'existence était avant tout une affaire de survie crue. Carlos nettoyait la vaisselle au TikTok Drive-In, œuvrant de longues sessions fatigantes, les mains irritées par le frottement perpétuel des plats huileux. Les rémunérations minces suffisaient à peine au logement et à l'alimentation, mais il mettait de côté chaque sou, résolu à réaliser deux objectifs cruciaux: acquérir la résidence légale aux États-Unis et acquérir une authentique guitare pro, une Gibson Les Paul ou une Fender Stratocaster qui amplifierait son don émerge. Le quartier Mission n'était pas uniquement un secteur ouvrier immigré, il pulsait d'interactions culturelles vives. Artistes folk, jazzistes et vocalistes de blues égayaient les espaces verts, les avenues et les salles souterraines. Pour Santana, ces lieux se muèrent en classe informelle. Il écoutait avec avidité, intégrait les bruits ambiants et amalgamait ses impacts mexicains avec les battements latins de son jeune âge, incorporant des accents de conga et de timbales pour générer un mélange singulier. En 1966, la fortune se mit à lui sourire. Santana rencontra le chemin du claviériste Greg Rowley, du bassiste David Brown, du percussionniste Marcus Malone et du batteur Rod Harper. Unis, ils créèrent le Santana Blues Band, une formation dont le bruit était rude, dynamique et inégalé sur la scène de San Francisco. C'était une combinaison osée de rock hallucinogène, de percussions latines endiablées, d'improvisation jazz et de blues intense, un breuvage qui fascinait les publics régionaux. Rapidement, leurs représentations attirèrent l'intérêt des personnalités clés de la sphère musicale. Parmi elles, Bill Graham, le promoteur influent qui supervisait des ensembles iconiques comme Jefferson Airplane et les Grateful Dead. Graham se fit l'un des premiers appuis indéfectibles de Santana, les inscrivant au Fillmore Auditorium et propageant leur réputation dans l'ensemble de la baie de San Francisco. Mais tandis que la réussite paraissait accessible, Santana subit un grave contretemps sanitaire. Au printemps 1967, alors qu'il fréquentait encore le secondaire et dirigeait sa jeune troupe avec ferveur, il fut identifié comme porteur de la tuberculose, une affection sérieuse qui mettait en péril sa vie et sa carrière naissante. L'affection le contraignit à séjourner 3 mois à l'hôpital général de San Francisco, une période caractérisée par des thérapies harassantes. Des piqûres journalières de pénicilline, puis, lorsque son organisme résista, des injections pénibles de streptomycine qui l'empêchèrent de s'asseoir durant des semaines complètes. Même couché, Santana rejeta l'idée d'abdiquer ses aspirations. Il collabora avec un précepteur pour achever ses études et décrocha son certificat de fin de secondaire tout en restant sous surveillance médicale. Ce fut un test de persévérance qui souligna sa faculté à vaincre les obstacles, une instruction qu'il mettrait en pratique à maintes occasions au fil de son existence. En 1968, Santana recouvra sa vigueur et revint plus motivé que jamais. La formation, désormais baptisée simplement Santana, se fit un pilier de la scène mélodique de San Francisco, se produisant dans des endroits comme le Matrix et le Carousel Ballroom. Leur opportunité majeure surgit en 1969, quand Bill Graham parvint à leur décrocher un slot au festival de Woodstock, une manifestation qui allait marquer l'histoire. À cette époque, l'ensemble n'avait ni succès radiophonique ni disque principal publié, ils étaient virtuellement méconnus des presque 1 demi-million de participants assemblés dans les prairies boueuses de Bethel, New York. Pour empirer la situation, Santana avoua avoir consommé des hallucinogènes plus tôt ce jour-là, supposant que l'ensemble jouerait tard dans la nuit sous le voile des ténèbres. Au lieu de cela,
ils furent projetés sur les planches en plein après-midi, sous un astre solaire oppressant et face à une multitude immense. Ce qui s'ensuivit fut l'une des exhibitions les plus mythiques de l'histoire du rock. Leur interprétation de 11 minutes de Soul Sacrifice transmua cette formation obscure en vedettes instantanées. Santana narra par la suite qu'il ressentait sa guitare comme un reptile se contorsionnant dans ses paumes, combattant les visions vives provoquées par les produits. Mais il dompta cette force désordonnée, performant avec une ardeur inébranlable, ses solos transcendant l'assistance et saisissant l'âme de l'esprit Woodstock. La prestation fut éternisée dans le documentaire cinématographique et la piste sonore de Woodstock, présentant l'ensemble à des millions d'individus qui n'avaient pas participé à l'événement. En quelques semaines, le premier opus homonyme de Santana émergea et escalada les hit-parades avec des pièces comme Evil Way et Jingo, signalant le lancement d'une élévation rapide. En 1970, le second disque de la troupe, Abraxa, proposa des succès principaux comme Black Magic Woman et Wa Como Va. Il culmina au pinacle du palmarès Billboard et y persista 6 semaines, obtenant ultimement le quintuple platine. Santana n'était plus merely un idole local de San Francisco, mais une célébrité mondiale du rock, impactant des créateurs globaux avec sa synthèse distinctive. Pourtant, derrière cette victoire éclatante, des frictions internes émergeaient. Les éléments de la formation divergeaient sur l'orientation sonore. Certains désiraient virer vers un hard rock plus marchand et abordable, alors que Santana était de plus en plus captivé par le jazz, la mysticité et l'exploration acoustique libre. Ces désaccords, alliés au circuit fatigant et aux attraits persistants de la tournée aux stupéfiants, soirées et admiratrices, allaient bientôt tout disloquer, jeopardisant la cohésion précaire de l'ensemble. Passons à présent à l'étape de fusion jazz, de mysticité et de création philanthropique. Après le triomphe colossal des Abraxa en 1970 et de Santana 3 en 1971, Carlos Santana paraissait invincible. Sa troupe emplissait des stades énormes, régnait sur les classements internationaux et établissait un nouveau genre de rock latin qui motivait des artistes partout, des États-Unis à l'Amérique latine et plus loin. Mais au fond de lui, Santana était troublé, hanté par un creux existentiel. La renommée et la richesse ne lui procuraient pas la sérénité intime qu'il poursuivait. Au contraire, ils amplifiaient le néant qu'il trimbalait depuis l'enfance, ses marques de dénuement et de solitude. Tandis que ses comparses de formation souhaitaient continuer sur la piste d'un hard rock plus mercantile pour exploiter leur réussite, Santana scrutait ailleurs, vers des perspectives plus éthérées. Il était séduit par des jazzmen mythiques comme Miles Davis avec ses inventions novatrices, John Coltrane et ses quêtes mystiques, et le guitariste hongrois Gabor Szabo dont les bruits ethniques vibraient avec ses origines. Leur méthode lui communiquait d'une manière que les tubes radiophoniques ne pouvaient rivaliser. Elle atteignait l'essence, la surpassance. En 1972, cette évolution d'intérêt le guida vers l'une des décisions les plus hardies de sa trajectoire. Avec le batteur Michael Shrieve, il enrôla de nouveaux interprètes, substituant plusieurs éléments fondateurs de la troupe. Le fruit fut Caravanserai, un opus majoritairement instrumental, novateur, imprégné par l'impact du jazz fusion et des atmosphères psychédéliques allongées. Les responsables de Columbia Records furent épouvantés par ce pivot. Clive Davis, le dirigeant du label qui avait engagé Santana, alerta l'artiste que lancer cet enregistrement équivaudrait à une autodestruction marchande. Les adeptes accoutumés aux couplets accrocheurs de Evil Way ou Wa Como Va pourraient ne pas l'accompagner dans ces territoires jazz éthérés, dépourvus de cadre pop net. Mais Santana déclina fermement de céder, loyal à sa conception créative. Caravanserai, paru fin 1972, accéda au top 10 du Billboard. Au fil du temps, récolta les louanges des experts comme l'une de ses créations les plus osées et originales. Le tribut fut toutefois pesant. Greg Rowley et Neil Schon, deux piliers vitaux, désertèrent la formation post-album pour créer Journey, qui se mua en colosse marchand du rock des stades. Santana se trouva à diriger une troupe en mutation perpétuelle, où les sorties et entrées étaient incessantes, usant la solidarité qui avait forgé les débuts. Simultanément, l'existence privée de Santana prit une orientation mystique profonde. Introduit par le guitariste John M. Loglin, il fit connaissance du guide spirituel indien Sri Chinmoy, un mentor qui défendait la contemplation, la rigueur intime et la poursuite de l'éveil. Captivé par sa doctrine, Santana rasa sa barbe, tailla ses mèches longues et embrassa totalement ses préceptes. Sri Chinmoy lui attribua le nom mystique de Vadip, évoquant la lanterne, la clarté et l'œil divin. Durant presque 10 ans, Santana s'abstint de narcotiques, essaya de pratiquer la continence et se voua à des pratiques spirituelles strictes,
tels que la course pédestre et la réflexion quotidienne. Avec MC Loglin, il captura l'opus Love Dévotion sur Andé en 1973, directement motivé par ses convictions, un tribut à Coltrane et à la synthèse jazz-rock mystique. Cet air lui offrit des instants de netteté et de tranquillité intime, mais elle généra aussi des fissures. Certains compagnons et artistes ne saisissaient pas sa ferveur rigide, la considérant comme une variante d'excès. Le public, pour sa part, s'éloignait graduellement d'une musique estimée trop éthérée et occulte. Des opus comme Welcome, 1973, Borboleta, 1974, et Illumination, 1974, sondaient le jazz fusion, les impacts orientaux et des sujets mystiques intenses. Admirés par les analystes pour leur nouveauté, ils s'écoulaient faiblement, éloignés des millions d'unités des premiers travaux. Les spectacles, jadis bondés d'une vitalité groupée, luttaient désormais à combler les lieux, et Bill Graham, son gérant et appui éternel, l'avertit, il déviait excessivement du bruit abordable qui l'avait propulsé. Malgré ces mises en garde, Santana maintint sa trajectoire, persuadé que l'art authentique ne pouvait être imposé par les palmarès. Vers le milieu des années 1970, il essaya un équilibre subtil en combinant jazz, funk et battements latins plus rythmés. L'opus Amigo en 1976 le repositionna dans les hit-parades avec des pistes comme Europa, Earth's Cry Even Smile, et Danse Sisté Danse, des compositions qui saisissaient de nouveau l'esprit festif de ses origines. Mais cette renaissance marchande fut éphémère. La clôture de la décennie fut signée par des rotations constantes d'interprètes, au stade où Santana resta le seul élément stable, un dirigeant isolé dans un groupe variable. Évoquons les combats sanitaires, les débats et le fardeau des ans. À mesure qu'il s'approche de ses 80 ans, Carlos Santana performait encore avec une vigueur qui surprenait ses adeptes les plus loyaux. Peu de créateurs de l'ère Woodstock demeuraient opérationnels, et moins encore parvenaient à emplir des stades comme lui. Mais si les feux des projecteurs persistaient, le coup de décennie sur les circuits se manifestait de façon implacable. En décembre 2021, Santana endura une intervention cardiaque inopinée, le forçant à reporter plusieurs représentations de sa série à Las Vegas. Les admirateurs s'angoissèrent vivement, submergeant les plateformes sociales de soutien, mais il les apaisa en jurant un comeback prompt, déclarant que son cœur pulsait toujours au tempo de la mélodie. Quelques mois après, en juillet 2022, un épisode plus inquiétant advint, il défaillit sur les planches pendant un spectacle au Pin Knob Music Theatre dans le Michigan. Des observateurs relatèrent comment le guitariste mythique vacilla abruptement durant un solo, requérant d'être accompagné hors scène par son staff, abandonnant l'audience stupéfaite et inquiète. Sa direction valida qu'il avait enduré un choc thermique grave et une déshydratation, exacerbée par l'âge et la force de l'exécution. Bien qu'il calme vite ses supporters par une vidéo, l'épisode éveilla une appréhension plus intense chez ses fans et dans le secteur. Pour la première fois, la société dut reconnaître que Carlos Santana, l'individu qui avait embrasé Woodstock plus de 50 ans auparavant, n'était pas immortel, que les années rattrapaient même les icônes. Cette alerte fut poursuivie de mesures additionnelles, son équipe proclama le décalage de plusieurs spectacles pour qu'il puisse se relaxer et se rétablir totalement. Néanmoins, Santana rejeta de s'éclipser entièrement des lumières. Il conserva sa série à Las Vegas, en Intimate Evening with Santana, Greatest Hits Live, un show qui associait ses standards à des inventions impromptues. Pour lui, les planches restaient non seulement une profession, mais un sauveur, un lieu où il se sentait vibrant et lié. La mélodie était son antidote suprême, même si son physique exigeait un cadence plus doux, plus modéré. Mais la santé n'était pas son unique épreuve ces temps récents. En août 2023, Santana suscita une dispute imprévue lors d'un spectacle à Atlantic City. Durant une digression orale entre deux morceaux, il émit des observations sur le sexe et l'identité qui furent vues comme transphobes par certains. Ces déclarations, filmées par des admirateurs, se diffusèrent comme une flamèche sur les médias sociaux, causant un scandale. Des groupes LGBTQ+ dénoncèrent ces termes, des supporters manifestèrent leur désillusion profonde, et pour la première fois en des décennies, Santana occupa les headlines non pour sa mélodie, mais pour une querelle qui souillait son portrait de sage mystique. Le jour suivant, il offrit des regrets publics sur ses canaux, reconnaissant que ses paroles avaient heurté des gens et réaffirmant que sa vocation avait toujours été l'affection, la cohésion et l'accueil de chacun.